En fait, ce que dit la France, c'est que si on régule trop l'IA, on va désavantager les startups européennes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, si les startups européennes ont plus de réglementation à suivre que les startups américaines, ça va être plus difficile de suivre le même rythme. Et de même, si les startups européennes ont donc tout ce qui est la compliance, avoir des juristes qui vont s'assurer que tout est en ordre, elles seront désavantagées par rapport aux grosses boîtes américaines qui ont des moyens juridiques, financiers plus importants et qui vont pouvoir le faire plus facilement. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, épisode Pastille Actu, aujourd'hui début février, et j'ai le plaisir de recevoir l'excellentissime Jérôme Marin. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, excellentissime de l'excellente newsletter Café Tech. On avait déjà eu le plaisir de t'avoir, donc je suis vraiment très content de te retrouver à l'occasion d'une Pastille Actu. Ça va, Café Tech, la newsletter d'ailleurs ? Ça va très bien. Bon, ouais. Cafetech.fr, en préparant l'épisode, j'étais évidemment sur le site, le temps d'un café, l'actualité tech décryptée. J'en profite pour faire la pub parce que c'est vraiment une très bonne newsletter. Et donc, je vous invite, si vous voulez, ça fait partie des rares newsletters que je continue. J'en suis inscrit à des dizaines de newsletters, t'imagines bien, mais des rares que je lis religieusement tous les jours. Donc, bravo pour ce travail de grande merci qualité. Beaucoup. Et donc, ravi d'avoir un expert comme toi pour parler, décrypter un petit peu l'actualité des médias et de la tech, parce que c'est souvent quand même lié, notamment avec les plateformes. Au menu du jour de cette pastille actu, le AI Act, donc le fameux acte qui vient réguler, alors je sais pas si c'est la régulation de l'intelligence artificielle européenne qui est a priori ratifiée. Donc ça, c'est un gros sujet qui nous concerne dans les médias que tu as traité en détail sur Café Tech. On reviendra dessus. On va parler d'une levée de fonds d'un média américain, une fois n'est pas coutume, de 6am City, donc sur les newsletters hyper locales. On reste un peu dans les newsletters, sujet que tu connais bien et dont on a aussi pas mal parlé, un peu à la Axios, qui ont donc réussi à lever. On va parler de Thread et Blue Sky, on va parler de Spotify et Joe Rogan, le round de 2, c'est reparti pour un tour. On va parler du New York Times qui lance ses bios, qu'on avait rapidement évoqué aussi lors d'un épisode, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, dans des petites news, Marianne qui réduit sa pagination, et en latest news, comme j'ai mis, le rachat de Combini, c'est fait. Donc un menu riche et varié. Mais on plonge tout de suite dans le sujet principal de cette pastille qui est le AI Act. C'est très dur à dire d'ailleurs. Oui, moi je dis IA Act, même si c'est pas le bon mot, mais moi c'est plus simple. C'est plus simple à dire. Voilà, les 27 se sont mis d'accord. Donc cet acte va être ratifié. Et alors c'est important et intéressant à suivre parce que la France avait un peu une position à contre-courant de tous les autres pays membres. Et donc la France était plutôt opposée, je dis nous, mais en tout cas la position de la France. Et donc ce lobby de Mistral notamment a échoué. Alors est-ce que tu peux quand même nous rappeler dans les grandes lignes ce qu'est ce IA Act ? Alors déjà, il faut bien rappeler que l'IA Act, c'est pas nouveau en fait, c'est 2021. La première discussion sont sur ça. Et à l'époque, il n'y a pas encore ChatGPT, il n'y a pas encore l'IA générative. Enfin, c'était déjà dans les coulisses, mais c'était pas connu, c'était pas le succès et le déferlement qu'on a connu depuis. Donc au départ, l'IA Act, c'est vraiment la reconnaissance faciale, l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans le scoring social, des choses comme ça, pour décider si vous pouvez avoir un crédit. Voilà. Donc c'était réglementé, l'IA, l'intelligence artificielle, un peu à l'ancienne, on va dire. Ouais. 2022, fin 2022, il y a ChatGPT qui arrive et donc forcément, on va les parlementaires européens et les responsables européens ont voulu intégrer des composantes sur l'IA générative et c'est ce qui a été fait. Ça a pris quelques temps. En juin 2023, il y a une première version du texte qui a été adoptée par le Parlement européen et qui a ouvert donc des négociations avec les 27, avec le Conseil et avec la Commission. Des négociations qui ont pris beaucoup de temps et qui ont abouti que fin décembre 2023 sur un accord tripartite qui a mis beaucoup de temps, qui a mis des négociations qui ont duré plusieurs jours.
quasiment une semaine, qui ont fini par aboutir. Une fois que ces négociations ont abouti, la France était un peu contre. Alors peut-être on y reviendra dans le détail pourquoi. Ce que dit l'IA Act, alors je passe, on se concentre juste sur l'IA générative, le reste c'est peut-être moins intéressant. Ouais, c'est l'IA générative qui surtout effectivement est un gros sujet dans les médias sur l'entraînement des modèles, les sources, les droits d'auteur. Qu'est-ce que ça vient réguler? Alors ça dit, qu'est-ce que premier ça dit point important, c'est qu'on va réguler les modèles. Alors, ce qu'on appelle dans le texte, ça s'appelle des modèles à vocation générale. Grosso modo, c'est du chat GPT, par exemple, des choses comme ça. Multithématique, on va dire. Voilà. Pour qu'on oppose à des modèles très spécifiques, voilà, alors, médical. Au départ, ça devait être tous les modèles qui devaient être régulés. La France a notamment obtenu qu'on soit sur cette vocation générale. Donc, à savoir ce qui va être dedans, c'est un peu compliqué, ça sera au cas par cas. Mais voilà. L'idée, c'est de dire, voilà, si vous avez des grands modèles de langage ou des grands modèles de diffusion qui permettent de créer des images. Il y a plusieurs règles à respecter. Il y a avant de pouvoir lancer un modèle sur le continent européen, vous allez devoir respecter des règles. Vous allez devoir notamment faire des audits sur les risques que présentent vos modèles, sur les mécanismes que vous mettez en place pour lutter contre ces risques. Et vous allez avoir une sorte de validation européenne, en fait, avant de pouvoir lancer le modèle. Voilà, donc ça, c'est le premier gros point. Ce qui veut dire que pour des startups ou pour des entreprises qui se lancent, ça va être des coûts supplémentaires, des coûts juridiques, des aléas juridiques aussi, parce qu'il faut attendre que Bruxelles donne le feu vert ou pas. Donc, c'est des choses qui compliquent un peu la tâche et c'est aussi pour ça que la France était un peu contre. Et on est d'accord, pardon, que ça concerne tous les modèles, même pas forcément européens. C'est-à-dire que si on veut pouvoir commercialiser ou utiliser ça en Europe, il faudra passer en fait par Ça concerne tout le monde, voilà, toutes les entreprises qui veulent se lancer en Europe. Alors, c'est-à-dire que Google, OpenAI va devoir le faire. Le point un peu qui posait problème, c'est que une startup américaine, par exemple, qui va pas lancer son produit en Europe, n'aura pas cette régulation par rapport à une startup européenne. Et donc, l'idée, c'était de se dire, si une startup américaine n'a pas la régulation, la startup européenne a la régulation, la startup américaine va être avantagée. Parce qu'elle va pouvoir lancer son modèle plus rapidement aux États-Unis. Et une fois qu'elle aura grandi, qu'elle aura les ressources, elle pourra lancer en Europe, elle aura les ressources financières pour le faire, mais elle aura déjà bâti son business déjà aux États-Unis. Donc, c'est un peu un problème et c'est pour ça que certains pays étaient contre, et notamment la France. Donc, ça, c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, c'est sur le droit d'auteur. Et donc, ce qui va intéresser les médias là. Donc, l'IA dit deux choses intéressantes sur le droit d'auteur. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle doit respecter le droit d'auteur européen. Voilà, ça c'est écrit dans le marbre. Et notamment, quand on dit ça, il y a une condition importante, c'est qu'elle doit permettre, donc les entreprises qui font des modèles d'IA doivent avoir une clause d'opt-out, donc permettre aux détenteurs de droits de refuser que leurs articles, que leurs livres, que leurs photos, que leurs vidéos, peu importe, soient utilisés dans l'entraînement des modèles. Alors OpenAI le propose déjà parce qu'ils ont fait ça de manière volontaire pour... calmer un peu... Voilà, mais donc du coup, une fois que le texte sera entré en vigueur, si je suis un média, je pourrais dire à toutes les entreprises qui conçoivent des modèles IA, non, n'utilisez pas mes articles pour entraîner vos modèles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important au niveau des droits d'auteur, c'est que l'IA Act va obliger les startups qui ont créé des modèles à publier un résumé. Alors, dans le texte, qui était a priori le texte final, c'est un résumé suffisamment détaillé. Voilà, ce qui veut tout et rien dire. Voilà. Sur les données d'entraînement qui ont été utilisées. Et donc ça, c'est important, c'est que l'idée, c'est que si OpenAI, Mistral AI ou les autres publient les données qui ont été publiées, moi, en tant que détenteur de droit, je peux savoir si mes contenus ont été utilisés, mon œuvre a été utilisée, et je peux potentiellement les attaquer en justice ou leur demander des rémunérations. Ouais. Voilà, la nuance, c'est qu'est-ce qu'un résumé suffisamment détaillé ? On ne sait pas, en fait. Et ça va être beaucoup au cas par cas. Et ce qui est important, c'est que la France, en fait, a obtenu qu'on introduise dans cette disposition le respect des secrets des affaires. Et donc, grosso modo, ça veut dire que moi, je suis Mistral AI, je vais pouvoir dire, je publie ce résumé, mais je ne publie pas plus parce que sinon, ça ne respecte pas mon secret des affaires. Et je donne des informations à mes concurrents qui sont trop importantes. Et évidemment, tu peux tout cacher derrière ça parce que en fait, quelque part, c'est l'interprétation du secret des affaires. Tu vas rentrer dans des procès sur des années, etc. Tu vois, tu pourras toujours te réfugier derrière ces secrets des affaires. Exactement. Si j'en donne trop, la concurrence va me dire, voilà. Alors après, il faut voir parce que y a un bureau de l'IA qui va être créé au niveau de l'Union européenne, au niveau de la Commission européenne, qui sera chargée de ces dossiers. Donc, potentiellement, si je suis un média et que je trouve que telle entreprise ne donne pas assez d'informations sur son entraînement, sur ses données d'entraînement, je pourrais aller saisir le bureau de l'IA européen pour leur demander d'être de plus de transparence. Mais en tout cas, voilà, on reste de toute façon dans un flou. On a un texte qui est assez général,
mais on ne sait pas trop exactement à quoi ça va correspondre en fait. Ok. Et juste une dernière une chose importante, c'est que l'IA Act ne dit pas que il est interdit pour un modèle d'IA d'utiliser des données, par exemple, de récupérer des articles sur Internet. C'est pas interdit en fait. Ça interdit pas ça, ça dit juste qu'il faut le déclarer, il faut que ce soit transparent. Et qu'on peut opt-out si on le souhaite. Mais par défaut, on a le droit de le faire. Par défaut, on a le droit de le faire si personne veut opt-out. Et ce qui veut dire qu'en fait, le seul truc que ça va permettre, c'est que si je suis détenteur de droit, je vais pouvoir attaquer ou demander, potentiellement aller attaquer en justice une entreprise en disant ils ont utilisé mes droits. Et après, l'IA Act ne dit pas il faut payer, il ne faut pas payer. Et ça, c'est la justice de chaque pays qui devra définir, notamment si c'est du fair use, donc de l'usage raisonnable ou pas. Et c'est en fait la défense d'OpenAI. Aux États-Unis, il y a beaucoup de procès contre OpenAI, notamment le New York Times et plein d'auteurs qui ont attaqué d'OpenAI. Et OpenAI dit c'est du fair use. Moi, j'utilise juste ça, mais je viole pas le droit d'auteur, en fait. Donc voilà, ça sera la justice de décider. Ouais, ils se prononcent pas du tout, l'IA Act là-dessus. Par contre, ils posent un cadre réglementaire et qui pourrait, les forcer à communiquer sur les données utilisées, qui serait potentiellement une base de calcul, en tout cas, qui permettrait de dire si vous utilisez nos données. Et toute l'idée, le truc, ça sera quel sera le degré de détail, en fait. Ouais. C'est ça. Par exemple, OpenAI, quand ils ont entraîné leur premier GPT, ils ont dit on a utilisé Book 1 et Book 2, mais ils disent pas ce qu'il y a dans Book 1 et Book 2 en fait. Et des chercheurs ont dit que c'était des livres piratés, des centaines de milliers de livres piratés. Mais donc voilà, si l'IA Act, c'est juste de dire on a utilisé Book 1 et Book 2, ça sert à rien. Après, ça sera à voir comment on va détailler qu'est-ce qui sera vraiment fait en fait. Ouais. Et pourquoi la France alors, elle était plutôt contre et avait une position un peu différente de tous les autres? Alors en fait, il y avait trois pays qui étaient plutôt réservés, la France, l'Italie, l'Allemagne. Un pays qui était réservé, c'était l'Autriche, mais pour d'autres raisons, eux, c'était plus sur la reconnaissance faciale pour le respect de la vie privée. En fait, ce que dit la France, qui était vraiment le pays le plus opposé. En tout cas, c'est que si on régule trop l'IA, aujourd'hui, on va désavantager les startups européennes. Et notamment Mistral AI en France, notamment. Parce que ce que je disais tout à l'heure, si les startups européennes ont plus de réglementation à suivre que les startups américaines, ça va être plus difficile de suivre le même rythme. Et de même, si les startups européennes ont donc tout ce qui est la compliance, avoir des juristes qui vont s'assurer que tout est en ordre, elles seront désavantagées par rapport aux grosses boîtes américaines, Google, OpenAI, Amazon, Meta, qui eux ont des moyens juridiques, financiers plus importants et qui vont pouvoir le faire plus facilement. Mmh. Donc ça, c'était vraiment le point central de la France. Le deuxième point sur lequel la France était opposée, c'était l'histoire, notamment, ce que je disais, du résumé détaillé de la publication des données d'entraînement, en disant, et notamment c'était un point qui était souvent soulevé par le patron de Mistral AI, si les startups doivent publier leurs données d'entraînement, elles donnent un peu leurs recettes à tout le monde et tout le monde peut venir copier ce qu'elles ont fait pour refaire. Or, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que les données d'entraînement qui sont importantes. Mais voilà, donc c'était de dire il faut pas aller trop loin dans la transparence parce que si on va trop loin dans la transparence, c'est un handicap pour les startups européennes qui vont lancer leur modèle d'IA. Ok, donc et qu'est-ce que t'en penses toi? Alors ton avis perso là-dessus, parce que donc là on rapporte les faits. C'est vrai que j'ai l'impression que d'un côté trop de régulation, ça tue la compétition et effectivement elle est plutôt acharnée, etc. En même temps, en tant que consommateur et puis défenseur des médias, j'ai l'impression que c'est important quand même d'avoir cette régulation. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis un peu content. Je pense que les deux points peuvent s'entendre. Après, mon avis personnel, c'est que si on se place dans une compétition internationale, on régule jamais en fait. Ouais. Parce que à chaque fois, il y aura toujours un moins 10 ans en termes de régulation. Donc, on fait jamais rien, en fait. Voilà, je trouve que l'idée de dire, oui, ça va nous désavantager, mais dans ce cas-là, on fait rien et on laisse tout faire. Et reste le Far West, effectivement. Non, moi, je te demandais ton avis perso. Effectivement, moi, je trouve ça bien que c'est cette régulation et j'étais plutôt étonné de ce côté de la France et de ce lobby de Mistral. Et alors, avec un petit épisode aussi où tu as pas mal rapporté du rôle de Cédric O là-dessus, parce qu'en fait, effectivement, en face ça, tu te dis c'est bien qu'il y ait quand même cette compétition, etc. Mais quand tu creuses, tu sens quand même qu'il y a beaucoup de lobbying qui sont faits pour des intérêts économiques et pas juste pour le plaisir de la compétition, quoi. Alors, en fait, moi, j'ai demandé à Bercy et à Matignon, ils assurent qu'ils n'ont jamais changé de position. En mai 2022, donc avant ChatGPT, avant Mistral AI, la France était encore présidente de l'Union européenne. La France a publié un avis sur l'intelligence artificielle et notamment ils ont dit qu'il fallait réguler les modèles fondamentaux. Cédrico était encore ministre à l'époque parce que c'était juste avant les élections et avant son démission. Donc la France plutôt pour la régulation. Alors après,
on peut dire oui, mais il y a 1 an et demi, c'était différent. Le paradigme a changé. Voilà, donc ça s'entend aussi. Mais en tout cas, grosso modo, ils étaient assez pour. L'IA Act a été voté. La France n'a pas forcément dit grand-chose quand il a été voté et ça s'est réveillé au moment où Mistral AI a été lancé, qu'on a dit « Ah, ça y est, on a enfin une entreprise française qui potentiellement peut rivaliser avec les grosses boîtes américaines. » Et aujourd'hui, Mistral AI, ils ont levé 500 millions de dollars. Ils sont valorisés à 2 milliards et c'est une belle boîte. Et je dis toujours ça, mais quand Satya Nadella a parlé un jour quand il y avait l'histoire d'OpenAI, le patron de Sam Altman qui s'est fait virer, il a dit bon, c'est pas très grave parce qu'on a toujours accès au modèle de Meta et de Mistral. Il avait cité 2 choses. Et le fait que le patron de Microsoft cite Mistral, c'est déjà quand même une reconnaissance. En soi, ouais. Donc Mistral est lancé et Mistral a parmi ses cofondateurs officiels, Cédrico est fondateur conseiller. Et donc ce qui s'est passé, ce que tout le monde nous dit, c'est que Cédrico a fait un peu du lobbying auprès de ses anciens collègues. Auprès notamment, il fait partie du comité pour l'intelligence artificielle qui a été lancé par Matignon en septembre dernier. Il est là dedans. Donc, sauf qu'il a des intérêts financiers directs. Il a des intérêts financiers parce qu'il a investi, donc il a récupéré 1,15% du capital de mémoire, qui aujourd'hui est valorisé entre 12 et 13, 15 millions d'euros. Donc, oui, il a des intérêts à faire en sorte que la régulation soit le moins importante possible pour Mistral. Ouais, donc voilà, donc c'est quand même intéressant la petite histoire dans l'histoire de quand même de comprendre, mais malgré tout ce lobbying, ça a été ratifié. Et juste pour dire, ça a été ratifié, c'est pas passé très loin en fait, parce qu'il faut 4 pays pour bloquer un texte dans l'Union européenne. Donc il y en avait 3, la France, l'Italie et l'Allemagne. La France a beaucoup cherché un 4e pays. On pensait que ça pouvait être l'Autriche, mais l'Autriche avait été un peu opposée, mais pour des raisons différentes. Tu disais plus de reconnaissance Et en fait, ce qui a fait que ça s'est pas fait, c'est qu'en Allemagne, en fait, il y avait en Allemagne, il y a une coalition gouvernementale, et donc il y avait un ministre notamment qui était contre le texte et qui finalement a accepté le texte. Et donc l'Allemagne a dit qu'elle allait voter pour. Donc l'Italie a dit qu'elle allait voter pour. Et ça a basculé, quoi. La France a voté pour, même si la France était opposée au texte, a voté pour, un peu pour pas perdre la face, pour pas dire je suis le seul à voter contre. Alors après, ils vont vous dire oui, on a obtenu des garanties, voilà, notamment sur le seuil de puissance. En fait, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que tous les modèles ne sont pas régulés. Il y a un seuil de puissance. Modèle généraliste. Ah oui, le seuil de puissance même derrière, de puissance de calcul. Exactement. Qui est aujourd'hui défini, donc c'est en teraflops, ce qu'on appelle, qui est un seuil qui est aujourd'hui fixé dans le texte et qui, à ce qu'a obtenu la France, et qui pourra être révisé dans le temps, en fait. Parce que et ce qui est un peu logique, c'est que plus les modèles se développent, et c'est comme si on disait aujourd'hui, on va réguler un PC d'il y a 15 ans, ça sert à rien, ou d'il y a 30 ans, ça sert à rien, parce que voilà. Et donc, on va augmenter le seuil de puissance, ce qu'a obtenu la France. Voilà, je sais plus pourquoi je disais ça en tout cas, mais voilà, tous les dire que la France a voté pour, mais peut toujours se targuer d'avoir quand même obtenu quelques concessions, notamment sur ce seuil de puissance de calcul, quoi. C'est leur position. On sauve la face quand même. Et c'est quoi alors les prochaines étapes là La prochaine étape, c'est le vote par le Parlement européen. Ouais. Donc logiquement, plutôt en avril. Une fois que le texte est voté par le Parlement européen, il y a l'échéance, c'est 2 ans en fait. Une fois que le texte est voté, il y a 2 ans. L'entrée en vigueur, c'est dans 2 ans. Grosso modo, il y a certaines choses pour les IA qui sont interdites, c'est plus rapide. Ouais. Pour l'entrée en vigueur, c'est dans 2 ans. Et pour les modèles d'IA générative, il y a un délai supplémentaire. Et donc, en grosso modo, les modèles qui existent aujourd'hui, pas pour les nouveaux modèles qui se lanceront, mais pour les modèles qui existent aujourd'hui, ils devront être en conformité avec l'IA Act dans 3 ans. 3 ans après le vote, donc en avril 2027 à peu près. D'accord, ok. Donc, il y a quand même un temps pour se mettre en conformité pour attendre. Et il peut se passer et il se passe beaucoup de choses. Et c'est aussi l'un des reproches en fait qui a été fait à l'IA Act, c'était de dire on régule trop tôt en fait. Le secteur il est beaucoup trop nouveau pour pouvoir savoir quelles sont toutes les implications et pour pouvoir prendre des réglementations. Ouais, mais en même temps, l'utilisation des données, elle est déjà faite là au quotidien. Je pense que je pense quand même que c'est important de tout de suite poser un cadre au contraire, parce que de toute façon, ça va changer un peu en permanence. Donc je vois pas à partir de quand tu dis ça y est, c'est bon, c'est mature, on arrête quoi, tu vois. Donc en tout cas, c'est assez intéressant. Tu l'as bien traité encore une fois sur Café Tech, donc je te refais ta pub. Mais pour suivre ça, c'est quand même pas mal. On continuera un peu de suivre évidemment la mise en pratique un peu de cette IA Act. Deuxième sujet, si tu le veux bien, 6am City, donc les newsletters hyper locales qui lèvent $10 millions. Je le dis parce que bon, c'est quand même, il y a un contexte morose pour la presse américaine, mais pas que. En tout cas, voilà. Donc, une société de newsletter locale 6am City. Alors, j'en avais jamais parlé de ce groupe de médias qui ont levé plus de $10 millions lors d'un tour de table série A
par le diffuseur Tegna, qui est une espèce de diffuseur de radio locale notamment. Ils ont quelques dizaines de radios locales. Et voilà, donc il y a souvent peu d'argent investi dans des startups médias, en dehors de la philanthropie, etc. Donc ça montre quand même que les entreprises traditionnelles de médias peuvent s'associer et puis atteindre des objectifs de croissance bénéfiques. Je sais pas ce que t'en as pensé. Non, mais il y a deux tendances en fait dans cette news. Il y a les newsletters, donc on en a parlé aujourd'hui. Les newsletters, c'est un canal mis en avant et qui permet de se lancer en tant que média et de toucher un public plus facilement qu'avec un site internet. Et puis il y a le côté hyper local. Alors aux États-Unis, il faut voir que la presse locale elle a été décimée ces dernières années. Nous, on pense qu'en France c'est catastrophique, mais aux États-Unis c'est bien pire. Les journaux ferment. Ferment littéralement quoi. Ah oui, ils ferment souvent. Même ces fois ils sont profitables et ils ferment. Hein. Ouais. Ou alors on a une année où on n'est pas rentable et on ferme. La presse locale a été décimée déjà en termes de journaux disponibles et en termes d'effectifs. Ouais. Ils ont beaucoup coupé. Il faut aussi voir qu'aujourd'hui, dans les plus grandes villes américaines, le quotidien qui est le plus lu et où il y a le plus d'abonnés, c'est pas le quotidien de la ville, c'est pas le LA Times ou le Miami Herald ou le Boston Globe, c'est le New York Times en fait. Ouais. Et donc il y a un moment de concentration des abonnés vers les gros titres, et notamment le New York Times qui aujourd'hui vampirise un peu les abonnements ailleurs. Et donc il y a le côté un peu hyper local de cette newsletter. Il y a d'autres Axios, notamment Axios, locales. Il y a un site qui s'appelle Patch aussi, qui est une plateforme où c'est des indépendants. Ils ont indiqué un millier de communautés, voilà. Et donc on essaie de surfer sur ça, c'est que dire si le New York Times c'est le journal le plus lu dans la région, mais il y a un manque en fait. Il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette, exactement. Et donc on fait de l'hyper local et c'est là où on va essayer de choper des lecteurs et puis d'avoir des annonceurs et pourquoi pas après de les faire payer, ce qui est compliqué de faire payer, même si aux États-Unis c'est un peu plus simple qu'en France. Mais c'est des chiffres un peu plus gros, hein. Tu vois, par exemple, la 6am, donc ils ont 26 newsletters, donc sur 26 marchés, principalement sud-est, et environ 1,4 million d'abonnés gratuits. Bon, tout de suite, on est dans les chiffres qui peuvent intéresser des annonceurs, évidemment. Ouais. Et voilà, donc les nouveaux fonds, à quoi ça te sert 10 millions c'est pour développer les activités et ils espèrent atteindre la rentabilité en 2024. En France, tu as des exemples comme ça de newsletters locales, hyper locales qui réussissent? Il y a Mediacité. C'est ça. Ouais, Mediacité. Il y a celle de News de Nice Matin. Alors, Mediacité, je sais pas si ça a réussi beaucoup, parce que je crois on en avait parlé la dernière fois, mais ils ont des petits problèmes financiers. Ouais, c'est le problème de la rentabilité, encore une fois. C'est un modèle payant, il me semble. Hein. Ouais. C'est ça. Après, en France, c'est plus compliqué parce que déjà, les grands quotidiens locaux, régionaux sont toujours là, en fait. Je pense, il n'y a pas de trou comme on en a parlé plus qu'aux États-Unis. Non, parce que t'as eu quand même plus d'aide aussi à la presse, c'est détenu souvent par des familles ou des groupes industriels, etc. Donc, je pense que c'est des gens qui ont un peu plus de temps et de moyens pour rester malgré des années de perte. Bien sûr. Donc, on n'a pas fait la transition encore. Non. Et certainement, j'espère qu'on la fera pas parce que c'est très bien d'avoir des nouveaux médias qui se lancent et des choses comme ça, mais c'est le revers de la médaille de tout ce qui s'est passé avant et des journalistes qui ont perdu leur boulot. Et des faits qu'aujourd'hui, les news locales sont de moins en moins bien traitées et que de plus en plus, il n'y a plus qu'un seul, en France c'est le cas souvent, mais il n'y a plus qu'un seul quotidien dans chaque ville en fait. Et donc, il n'y a plus vraiment de pluralité de l'information dans ces... Localement, non. Autre news, entre Threads et Blue Sky, a priori, ce serait le premier, donc Threads, qui prendrait le lead face aux éditeurs d'information. Donc ça, c'est un article de Presse Gazette. Est-ce que tu utilises l'un ou l'autre, toi, déjà? Alors, Blue Sky, j'ai été finalement accepté il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas créé le compte. Tu vois, donc c'est que t'as pas une énorme hype. Non, mais je l'ai fait il y a longtemps, en fait. Je me suis mis en invitation il y a, je sais pas, 6 mois, voire plus. Il y a peut-être 1 an, et du coup, au bout d'un moment, t'oublies. Threads, j'ai un compte, mais je me suis pas remis, en fait. Et moi, et je suis plus sur Twitter, en fait. J'ai beaucoup utilisé Twitter pendant très longtemps, et comme tout journaliste, je tweetais beaucoup. Picousé mais du coup, là, Twitter. Et du coup, je tweete de moins en moins, je tweete quasiment plus, et du coup, j'ai pas repris sur Threads non plus parce que c'est, je sais pas, j'ai perdu l'intérêt, ou l'intérêt. Alors moi, je suis plus sur LinkedIn aujourd'hui, qui m'apporte plus de visibilité en termes de trafic vers mon site internet et vers ma newsletter. Twitter, le problème, c'est qu'on est inondé et qu'on est absolument pas visible. Donc, et où est-ce que tu fais ta veille, toi? Par contre, sur Twitter. Ouais. Quand même. Je reste un utilisateur de Twitter, mais je poste pas, mais je reste beaucoup sur Twitter. Donc ça, c'est intéressant. C'est quand même sur Twitter, donc sur X, que tu vas trouver tes infos, que tu vas voir là où sont les conversations. Par contre, pour toi, ton média Café Tech, c'est sur LinkedIn maintenant.
Et voilà, c'est marrant. Alors voilà, entre Threads et Blue Sky, pareil, Blue Sky, j'avais eu un code et j'ai l'impression que c'était vide et qu'il s'y passe rien. Threads qui se relance là en France. Voilà, j'ai Après, un peu des doutes. Mark Zuckerberg a parlé, là, il y a les résultats financiers de Meta la semaine dernière. Et il a dit qu'il y a plus d'utilisateurs de Threads aujourd'hui qu'il y avait au lancement. Donc, c'était en juin 2023 où il y avait je crois qu'ils avaient fait 100 millions en 24 heures ou en 48 heures. Enfin, assez rapidement, 100 millions d'utilisateurs en une semaine, en tout cas. Ouais. Là, il dit qu'il y en a plus. Je crois ils ont revendiqué 130 millions d'utilisateurs. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup, en fait, à la fois. C'est toujours ça. C'est que sur ces 130 millions, tu n'en as peut-être pas qui sont dans ton réseau ou des choses qui t'intéressent. Donc, ouais, mais c'est exactement ça. Donc, écoute, on va voir. En tout cas, je tenais quand même à le dire. J'ai pas l'impression que ce soit un gros sujet. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'enjeux dans les médias. J'en entends pas parler moi un peu au quotidien. Mais c'est intéressant quand même de voir quand même les efforts qui sont faits là-dessus. News suivante entrefilée, je disais Spotify et Joe Rogan, c'est reparti. J'ai annoncé le deuxième tour. Donc c'est arrivé ces derniers jours. Donc le premier contrat arrivait à échéance et donc ils ont renégocié un contrat. On aurait pu penser, donc je le rappelle, que Spotify avait donc racheté les droits de diffusion et de commercialisation du podcast de Joe Rogan pour $100 millions. on ne sait pas trop. Il y a un premier chiffre, c'était 100 millions. Après, il y a un chiffre de 200 millions, donc on ne sait pas trop exactement, mais pour beaucoup d'argent, on va dire. Pour beaucoup d'argent, avec une condition que ça devienne exclusif sur Spotify. Donc, ça faisait vraiment partie des grands mouvements de Spotify dans sa stratégie d'investir dans le podcast. On en avait parlé en long, large et travers sur Mediarama. On aurait pu penser, avec le désinvestissement quand même constaté ces 2 dernières années de Spotify dans le podcast notamment, que ça allait pas se faire. Eh bien si, et a priori le nouveau contrat pourrait atteindre $250 millions sur les prochaines années. Donc c'est le Wall Street Journal qui en parle. Alors c'est intéressant à plein d'égards parce que déjà ça veut dire quand même que ça doit être rentable, qu'ils y trouvent leur intérêt et malgré ce désinvestissement dans le podcast, ils trouvent leur compte. Mais surtout Joe Rogan, voilà, ça a été sujet à polémique dans tous les sens, hein. C'est quand même quelqu'un qui est très controversé, Joe Rogan. Je sais pas, tu peux peut-être en parler un petit peu, mais c'est assez étonnant. Alors, pour ceux qui connaissent pas Joe Rogan, c'est un ancien acteur, comédien. Il faisait aussi, il était commentateur pour le MMA, l'UFC. Donc il a commencé son podcast, je crois, en 2009 de mémoire, et il a plus de 2000 épisodes. Donc c'est quelque chose qui dure beaucoup. C'était sur YouTube à la base. Il a reçu Elon Musk, il a reçu Edward Snowden. Après, il reçoit beaucoup de monde. Il reçoit aussi des gens qui sont assez controversés, notamment. Il reçoit tout le monde. Voilà, il reçoit notamment Alex Jones, qui est le patron. Je sais plus si ça existe toujours, Infowars, qui a été banni un peu partout. Qui était dans l'équipe de Trump en tout cas. Qui était dans le camp. Il n'était pas dans l'équipe, mais il était on va dire dans un média plutôt partisan. Partisan, complotiste, voilà. Bon. Et donc il le reçoit, et puis notamment il y a eu beaucoup de polémiques au niveau pendant le Covid, sur le vaccin, sur les traitements. Alors je sais plus comment ça s'appelle, le traitement qui avait été l'hydrochloroquine. Ouais, peut-être là. Donc il y a pas mal de polémiques sur ça. Spotify il a toujours défendu. Spotify a toujours dit, des gens ils ont signé un gros chèque, donc ils ont toujours dit oui, c'est sa liberté créative, sa liberté d'expression. En 2022 ou 2021-2022, je crois, l'an dernier. Il y a 2 ans maintenant, plusieurs musiciens ont quitté Spotify en disant on peut pas, Neil Young notamment, on peut pas rester sur la même plateforme que Joe Rogan. Et Spotify a tranché et dit il restera, et ces artistes sont sortis. Neil Young a sorti son catalogue. Exactement. Spotify. Donc quand même, tu vois où ils placent leurs œufs, quoi. Ouais. Et donc ils ont le contrat, donc on l'a dit, c'est terminé. Ce qui est intéressant dans ce contrat, c'est que les termes ont changé. Première chose, c'est que le podcast n'est plus exclusif à Spotify. D'accord, donc ça c'est gros changement de donc à partir, je sais pas si c'est exactement la date, on l'a pas exactement encore, mais parce que là il a annoncé le contrat, mais il n'est pas encore forcément rentré en vigueur. Ça va arriver sur YouTube, ça va arriver sur Apple Podcast, ça va arriver sur toutes les plateformes de podcast. Donc ça c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est que Spotify il y a plus de somme en fait. Là le premier contrat c'était une somme fixe. Voilà, je te donne 100-200 millions de dollars. Pour le podcast. Pour X années. Voilà. Aujourd'hui, il y a un minimum garanti, mais c'est surtout du partage publicitaire. Donc, Spotify va commercialiser la pub de Joe Rogan Experience sur toutes les plateformes et reverser une partie. Partager les revenus. Alors, on ne sait pas combien c'est, mais voilà, on peut imaginer du 50-50. Je ne sais pas quel est le deal qui a été mis en place. Mais voilà. Donc, ça change, en fait. L'idée, c'est qu'au lieu de payer une somme fixe,
si ça marche beaucoup, chacun est gagnant en fait. D'accord, mais ce qui est effectivement un énorme changement de stratégie, puisqu'en fait, faire l'acquisition du Joe Rogan Experience, c'était quand même se dire, c'est le podcast le plus populaire du monde, ça va faire venir des gens sur la plateforme et ça va donc j'aurai des nouveaux abonnés. Là aujourd'hui, changement de paradigme total. Exactement. C'est une IP quelque part et on va la commercialiser partout là où il y a de l'audience pour faire de l'argent. Ouais. Et ils ont fait ça avec tous leurs podcasts. Ils ont des studios, ils ont racheté des studios de podcasts. Et pareil, les podcasts produits en interne aujourd'hui sont disponibles ailleurs. Ils le mettent de plus en plus ailleurs. L'idée, c'est que l'exclusivité, ça a permis de faire de Spotify l'acteur numéro 1 du podcast dans de nombreux pays. Aux États-Unis, aujourd'hui, Spotify est plus utilisé qu'Apple Podcast. Je crois que c'est pas forcément le cas en France encore. Non. D'ailleurs, non. Mais aux États-Unis, c'est le cas. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui écoutent des podcasts sur Spotify que sur Apple. Donc, sur ce point-là, ça a été une réussite en termes de notoriété et d'usage. D'usage, exactement, d'imposer Spotify comme des podcasts. Le revers de la médaille, c'est que ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent et que Spotify, en 3 ans, a perdu beaucoup d'argent sur les podcasts. Juste, je rappelle que pourquoi Spotify voulait aller sur les podcasts. Le problème de Spotify, c'est qu'ils ont un modèle économique sur la musique qui est pas possible, en fait. Parce que, avec les contrats qu'ils ont signés avec les maisons de disques, ils doivent reverser 70% de leur chiffre d'affaires aux maisons de disques. Donc, il reste que 30% sur un abonnement ou sur la pub. Et ça permet pas forcément de compenser toutes leurs dépenses. Spotify est devenu rentable là en fin d'année dernière pour la première fois depuis quasiment, je sais plus la date exacte, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas rentables. Et donc, ils essaient de dépasser la limite du modèle économique et ils se sont dit, les podcasts, c'est bien parce que ça coûte pas cher. Oui, et on va tu faire rémunères pleine marge. Personne, quoi. Voilà, on rémunère juste enfin, le gars sauf ceux qui sont... Mais il n'y a pas de droit, voilà. Et donc, on va faire pleine marge. Ils prévoyaient 50% de marge et ils sont toujours en négatif, en fait. Et donc, voilà, la stratégie, maintenant, c'est de dire, bon, on va beaucoup moins investir dans les podcasts exclusifs. On va continuer à faire de la pub. Et si on veut gagner de l'argent sur la pub, eh bien, il faut augmenter l'audience, en fait. Et si je mets The Rogan Experience sur YouTube, sur Apple Music, sur Apple Podcast, sur Amazon, sur Deezer, je vais peut-être doubler l'audience, peut-être pas, mais et donc du coup, je vais pouvoir vendre plus de pubs et je vais gagner plus d'argent comme ça. Ok, donc c'est quand même assez intéressant le fait de se dire en fait peu importe, maintenant on a des propriétés intellectuelles, on a un catalogue et en fait qui peut être consommé ailleurs. C'est des nouvelles lignes de revenus, etc. C'est quand même un sacré changement de modèle, exactement. Changement de modèle. Et je crois que le marché a bien accueilli ça puisque l'action montait en fait derrière quand ils ont annoncé ce contrat. Donc ça peut pas être des sommes un peu délirantes, mais je pense que c'est plutôt une bonne stratégie pour Spotify. Donc je disais, c'était le Wall Street Journal qui en parlait notamment. On revient côté médias traditionnel, New York Times qui a lancé ses bios de journalistes en début de ce mois, février. On l'avait évoqué avec Alice Fantôme, j'ai fait un épisode tendance. Donc là, c'est chose faite, ça a été lancé. Donc ils ont mis en avant les journalistes. Je sais pas si t'es allé voir, j'ai mis un lien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste on met en avant une photo et le journaliste, c'est que vraiment il y a une bio, un profil. Le journaliste renseigne ce sur quoi il ou elle écrit, son parcours, ses principes éthiques. Je trouve ça assez intéressant comme, tu sais, dans cette crise de confiance qu'il y a dans les médias, comment essayer de dire, en fait, les journalistes sont des gens normaux, c'est des humains, ils existent. En fait, déjà, c'est surprenant qu'ils le font que maintenant, en fait, parce que beaucoup de médias le font déjà aux États-Unis, notamment où on explique les conflits d'intérêts potentiels, ma femme travaille, machin, où j'ai des actions par mon plan d'épargne retraite, ce qui se fait pas en France. Et c'est dans une tendance aussi que le New York de personnalisation, de faire que des journalistes soient aussi importants, pas aussi importants, mais qui soient très importants en fait par rapport aux médias. Oui, c'est ça. Et qu'on s'identifie à des journalistes plutôt qu'à un seul média. C'est incarné exactement. Et le New York Times, c'est intéressant parce que pendant longtemps, ils ont beaucoup poussé ça sur Twitter, sur X maintenant, où ils acceptaient que les journalistes, notamment, postent des infos sur Twitter avant de les mettre sur leur site. Le revers de la médaille, c'est que les journalistes sont devenus tellement importants qu'on suit plus des journalistes que le média. Oui, t'as la communauté, quand ils changent de média, et la communauté suit. Et donc, ils sont un peu revenus sur ça. Aujourd'hui, t'as plus le droit, si t'es journaliste au New York Times, de publier une information sur X avant de la publier sur le newyorktimes.com, .fr, j'allais dire. Mais donc, ça participe un peu de ça, de dire qu'il faut mettre en avant les journalistes. Et les journalistes, c'est des marques aussi, en fait. Et donc,
C'est fait. Non, t'as raison de le dire, c'est des assets. Et moi, j'aimais bien ce côté quand même. Ça montre ce côté un peu artisanal, parce que tu vois, tu peux dire New York Times un peu sur un tour d'ivoire, etc. Les gens qui sont un peu déconnectés et revoir que voilà, ces gens où ils habitent. Là, c'était l'exemple de Viviani, qui est la correspondante pour l'Afrique du Nord, qui habite au Caire, qui explique un peu d'où elle vient, ce qu'elle fait, comment elle travaille, comment tu peux la contacter, etc. T'as un côté très, je pense que c'est bien dans la confiance que ça peut redonner dans les médias de voir par qui est fait les articles. Elle dit quand elle est citée dans l'article, c'est vraiment elle qui l'a fait, qu'elle n'utilise pas l'intelligence artificielle, qu'elle prend pas de cadeaux, etc. Et la page est assez bien faite, donc voilà, je trouvais ça intéressant de le souligner. On retraverse l'Atlantique, on revient en France avec Marianne qui va réduire de moitié sa pagination. Donc la transition numérique est en marche. Donc pour continuer, tout simplement, continuer de vivre, le magazine doit augmenter son nombre d'abonnés, mais aussi transformer son approche sur le print. Et donc c'est un article du Figaro qui le dit. Marianne va passer de 88 pages à 48 pages à partir du printemps, juste avant les élections européennes, avec un nouveau projet de maquette qui est pensé par les équipes, etc. Et le prix devrait quand même baisser de quelques dizaines de centimes à 1 euro. Donc il va baisser grosso modo à faire environ 4 euros en kiosque. Qu'est-ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose? Non, mais deux choses. Déjà, je trouve que de 84 à 48, ou 88 à 48, ça fait quand même une grosse... c'est quasiment de moitié. Hein. Voilà, donc est-ce qu'il y aura moins de pubs? Parce qu'après, s'il y a moins de pubs et qu'il y a autant d'articles, la baisse des articles sera peut-être moins importante. Ouais. Donc c'est quand même assez difficile, je pense, en termes de... Notamment le prix ne baisse pas trop. Si on parle à 4 euros, de 4,90 €, c'est pas non plus une grosse baisse de prix. Donc c'est assez difficile, je pense, en termes de proposition de valeur, en termes des lecteurs. Et ça montre aussi que la presse magazine, elle a un vrai problème, c'est que déjà, on achète moins de magazines qu'avant, mais surtout, elle n'arrive pas à convertir des abonnés payants, en fait. On disait un peu tout à l'heure, le New York Times, c'est eux qui vampirisent. Aujourd'hui, en France, c'est les gros médias qui vampirisent les abonnés. Et la presse magazine, elle a toujours un problème, c'est qu'elle a une temporalité... les Newsmag, notamment. Les Newsmag, exactement, si je voulais pas. Elle a une temporalité hebdomadaire. Ouais. Elle a une rédaction qui a été pensée pour un rythme hebdomadaire qui a toujours un un hebdomadaire à produire, donc qui a toujours un rythme de travail pour cette tourner autour de l'hebdo. Et sur Internet, on est dans du temps réel, on est plus dans des choses comme ça. Et donc, il y a deux tendances, deux choses, deux impératifs à suivre qui sont difficiles. Et je pense que pour les lecteurs, c'est difficile aussi de voir l'intérêt. Autant aller acheter Marianne ou acheter l'Express ou aller acheter un autre Newsmag en kiosque, ça peut se justifier parce qu'on sait qu'on va trouver. Autant aller s'abonner sur Internet, je trouve que c'est plus compliqué. La proposition de valeur, elle est moins forte, en fait. Ouais. Et encore, Marianne peut peut-être avoir un positionnement éditorial un petit peu plus distinct d'un Express ou Le Point, où ça peut être parfois plus difficile. Mais donc, ce sera intéressant de voir, effectivement, juste sur le print, baisser d'1 euro alors que tu baisses de moitié la pagination. Bon, pour que le lecteur que print, tu peux te dire, t'intéresses qu'il y ait moins de pubs et peut-être autant de contenu ou écrit plus petit. Mais peut-être que dans cette transition numérique, on y trouvera le compte sur le site web. Donc, il faudra voir ce qu'ils proposent à ce moment-là. Mais je pense que c'est un des mouvements qu'on va voir quand même pas mal dans la presse papier. C'est la shrinkflation. Ouais, exactement. Qu'on voit aussi dans la presse, malheureusement. Donc, un article du Figaro. Et je le mettais, la dernière news qui est tombée ce matin, c'est que le rachat de Combini a été officialisé. Donc, c'est DC Company, Geoffrey de la Rocca, son président, qui prend 100% du capital, a priori. Et les fondateurs de Combini, Lucie Bedet et David Creusot, deviendraient actionnaires minoritaires de DC Company. Voilà, donc c'est un peu la méthode de croissance externe de DC Company. Donc c'est quand même une belle marque, une belle société qui était un peu dans la tourmente ces dernières années avec pas mal de départs dans la direction, etc. Mais quand même, je trouve, je notais entre Brut qui a levé 40 millions par ça des Niel, Kretinsky qui prend 45% de Loopsider. Les médias 100% vidéo, quand même, trouvent preneur. Ça continue de fonctionner. Je sais pas si toi, tu irais investir là-dedans avec le marché publicitaire et les réseaux sociaux. Voilà, ça, plus le côté réseaux sociaux qui mettent moins en avant. Facebook le met moins en avant, notamment. Ouais, je crois qu'il y a Après, leur business model aujourd'hui, je crois qu'il est plus sur du brand content, en fait. Totalement. Donc, la Combini, c'est ce qu'ils disent. C'est vraiment là, ce qui tire leur revenu, c'est le brand content. Ils font de très belles opérations. Mais à voir comment tu te relances là-dessus. Ouais, je sais pas. Après, je crois que Brut, ça marche pas trop mal. Je crois qu'ils sont plutôt satisfaits des chiffres. Donc, après,
En tout cas, non, mais c'était, je te demande pas, en plus, c'était vraiment la dernière news tombée comme ça, et je trouvais ça quand même intéressant, parce que Konbini, c'est quand même une belle marque, un beau média, donc je suis aussi ravi, évidemment, que ça trouve repreneur et que ça se relance et devrait être rentable en 2024. On a fait le tour de cette pastille actuelle avec un menu riche. Merci Jérôme avec plaisir, pour tous ces insights. Et donc la plupart de ces sujets, tu les traites aussi, je le dis, sur la newsletter Café Tech. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et vous abonner évidemment aussi à la newsletter de Mediarama. Oh, bien sûr. Voilà, qui sont tout à fait complémentaires et qui, petite information, à partir de la semaine prochaine, on passe sur Kessel, plateforme de newsletter française. J'avais eu l'occasion d'avoir Adrien à ce micro. Donc on va tester, on passe de Substack à Kessel. Donc on pourra vous faire des retours sur la performance de cette plateforme. Merci Jérôme encore une fois. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.